Bonsoir, merci d'être au rendez-vous du club Le Figaro International. La guerre d'Ukraine se déroule aussi en mer Noire, la guerre de Gaza a des prolongements en mer Rouge, le sort de Taïwan se déroule dans le détroit du même nom, et si la guerre navale, qui souvent se déroule loin des regards, était finalement celle qui concentre le plus d'intérêt et d'enjeux de haute magnitude. Ce soir, nous allons nous pencher sur cette planète liquide, parcourue de tensions, sur les spécificités de la guerre navale et sur le rôle de la mer dans la globalisation des conflits, avec mes invités que je vous présente juste après le générique. Amiral Finas, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes vice-amiral, ancien directeur de l'école de guerre et écrivain de marine. Vous êtes spécialisé dans le combat sous-marin, commandant aussi bien des frégates anti-sous-marines que des sous-marins nucléaires d'attaque. Vous avez dirigé le Centre d'études stratégiques de la marine ainsi que le musée de la marine. Vous avez créé la Fondation de la mer, dont vous êtes vice-président, et vous êtes l'auteur d'ouvrages de prose, de poésie et de réflexion. On ne va citer que les derniers, La liberté du commandement aux éditions des Équateurs en 2020, Le goût du risque avec Andrea Marcolongo et Patrice Franceschi chez Grasset en 2023, et vous avez aussi rédigé la préface du précis de survie stratégique co-dirigé par Adrien Jaune du Figaro et avec Lucas Manger chez Équateur Documents. Et un texte justement sur le combat naval. Et un texte sur le combat naval, en effet. Maxence Brichoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre Thucydide de l'Université Paris II Panthéon-Assas, où vous enseignez les relations internationales. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un qui est au cœur de notre sujet, paru l'an dernier, Géopolitique des mers aux presses universitaires de France. Tout à fait. Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur international au Figaro et grand reporter depuis quelques décennies, on va dire. Ce qui vous a mené à maintes reprises sur les mers du globe. Et d'ailleurs, vous venez de publier un reportage tout à fait intéressant sur la traque menée par la frégate Ventose en mer de Caraïbes à la poursuite des trafiquants de cocaïne. Vous avez vous aussi publié de nombreux ouvrages, dont le dernier est une bande dessinée, Des raisons d'État, virus à l'Élysée, avec Éric Corbeyran, Olivier Darasson et Luc Brailly en 2022 chez Phileas. Nicolas Barotte, bonsoir. Vous êtes le correspondant diplomatique du Figaro, après avoir longtemps couvert la politique, puis avoir été correspondant à Berlin. Vous aussi, vous venez d'effectuer quelques ronds dans l'eau à bord du Charles de Gaulle, du porte-avions, tout juste remis à la mer, un article qui a été publié ce lundi dans le Figaro avec un long décryptage sur l'extension des guerres en mer. Alors justement, commençons par là. Il semblerait qu'en fait, il n'y a guère de conflit terrestre sans son prolongement naval. Est-ce que c'est le cas, amiral ? Est-ce que finalement, toutes les guerres dont on parle en ce moment beaucoup, celle du Proche-Orient, celle de l'Ukraine, une guerre de ce niveau-là, il y a toujours un prolongement naval, une dimension navale, ou presque ? Il est plus ou moins présent, plus ou moins fort, mais je pense que, peut-être pas toutes, mais quasiment toutes les guerres, effectivement, ont une composante navale. On oublie que la Deuxième Guerre mondiale s'est essentiellement jouée en mer. Ouais. Alors ensuite, les troupes, le sang versé, c'est à terre. Et c'est là que la guerre se commence et se termine. Ouais. Mais la partie maritime, c'était vrai aussi pour la Première Guerre mondiale. Et donc les conflits d'aujourd'hui, ils ont tous une composante maritime, plus ou moins forte. Et on peut penser que les conflits de demain, ou ceux qui vont naître des conflits d'aujourd'hui, auront des composantes maritimes majeures, absolument. Ouais. Maxence Brichoux, je crois que vous écrivez que l'espace maritime devient de plus en plus dégradé et compétitif. Oui, alors effectivement, il y a le phénomène de... On a des guerres territoriales qui sont en cours, donc les belligérants veulent conquérir du territoire, que ce soit en particulier en Ukraine ou en Israël-Palestine, mais il y a toujours une extension de la conflictualité, parce que à s'attaquer sur les mers, c'est pas un territoire à conquérir, c'est gêner l'adversaire, le priver de ses ressources, le priver de sa logistique, voilà, le pénaliser. Donc c'est toujours un axe stratégique d'attaque, mais qui vise pas, encore une fois, à occuper, à conquérir directement un territoire, mais plutôt à avoir un effet indirect sur les
moyens et les ressources. Et c'est pas conquérir, mais contrôler. Exactement. Donc effectivement, c'est toujours un peu ça qu'on commence la stratégie navale de base, c'est que la mer est immense, elle a néanmoins des zones de concentration, ce qu'on appelle ces détroits stratégiques, les canaux bien connus sur lesquels on va revenir, puisque tous les conflits navals en cours ont lieu dans des espaces confinés, des mers fermées comme la mer Noire ou la mer Rouge. Mais tout ça ne se contrôle pas. On ne fait pas des tranchées, on ne bâtit pas des forts sur la mer. Mais par contre, ça se contrôle au sens où on a suffisamment de maîtrise de l'espace et de ce qui se passe au-dessus, en dessous, à côté, sur les terres, pour pouvoir passer librement, voire empêcher les autres de passer. Donc on est plutôt dans ce qu'on appelle le déni d'accès, empêcher les gens de passer. C'est ce qu'essayent de faire les Russes vis-à-vis des Ukrainiens en mer Noire, c'est ce que tentent de faire les Houthis vis-à-vis du transport international justement, en mer Rouge. On va se pencher sur ces exemples, Renaud Girard. Dans le cas de la mer Noire, certains stratèges, notamment le chef d'état-major de la marine britannique, dit que l'une des victoires stratégiques les plus importantes des Ukrainiens à ce jour, c'est justement d'avoir réussi à sécuriser une ligne le long de la côte occidentale de la mer Noire pour acheminer leurs grains notamment, mais d'avoir réussi à nettoyer en fait un petit peu de la présence navale russe la partie occidentale de la mer Noire. Oui, ils ont sécurisé le grand port d'Odessa, c'était pas évident au début, puisqu'il y avait l'île aux serpents qui avait été contrôlée par... un tout petit caillou où les 13 soldats avaient fameusement dit aux Russes d'aller se faire voir ailleurs. Voilà. Mais les Russes l'avaient investi, ils ont dû, sous la pression, quitter ce caillou qui est un peu... en pleine mer au sud. On voit sur la carte quelle est la nouvelle route. Les pointillés tout droit, c'était évidemment l'ancienne route, et la nouvelle route longe les côtes. Voilà, mais disons qu'ils ont réussi à la rendre praticable. Alors, ils longent les côtes parce qu'effectivement, ils sont beaucoup plus... il est évident que la Russie ne peut pas se permettre... vous savez que les eaux territoriales, ça va jusqu'à 12 000 nautiques, donc 20 km des territoires. Ce sont des pays de l'OTAN, la Roumanie et la Bulgarie, donc c'est beaucoup plus sécurisé pour donc la Russie ne peut pas se permettre d'entrer dans les eaux territoriales d'un pays de l'OTAN. Ça serait un acte de guerre. Voilà. Et donc c'est pour ça que la ligne jaune est sur la gauche, là. Et puis les Ukrainiens ont eu des succès assez rapidement. Leur premier grand succès médiatisé est qu'ils ont réussi à lancer un missile Neptune. Il se trouve d'ailleurs que j'ai voyagé tout à travers l'Ukraine avec le concepteur de ce missile, qui a bénéficié de ce qu'on appelle un duct. Alors c'est une sorte le radar a vu plus loin que d'habitude, si vous voulez, et donc ils ont pu en fait couler le navire amiral qui s'appelait le Moskva, le navire amiral de la flotte. On se souvient de ça au début de la guerre. Voilà, au début de la guerre, c'était je crois au mois d'avril, et donc c'était un succès considérable. Mais justement, et ils ont depuis d'ailleurs coulé d'autres bateaux russes. Très récemment, une corvette lance-missile qui s'appelle l'Ivanovets. Mais justement, Nicolas Barotte, est-ce que cette réussite navale est d'autant plus étonnante que l'Ukraine n'a pratiquement plus de marine Oui, c'est tout à fait surprenant parce que sur le papier, on pensait que les Russes avaient une domination maritime, mais comme à terre, on a bien vu qu'il y avait des défaillances doctrinales et d'organisation. Sur le Moskva, par exemple, ils ont commis des erreurs de base de gestion du risque en mer. Et c'est les Russes. C'est ce qui explique que les Ukrainiens aient réussi à l'emporter. Les Ukrainiens mènent cette guerre maritime depuis la terre, n'est-ce pas ? Depuis la terre, le Neptune a été tiré depuis la terre. Et les drones utilisés par les drones navals de surface. Ça change aussi les choses parce que ça permet effectivement aux Ukrainiens d'aller atteindre, notamment la corvette Ivanovets, a été détruite par un drone de surface, et ça change un peu les règles de la guerre. C'est que comme à terre, les drones changent les conflits. En mer, c'est la même chose. Ce sont des objets qui sont plus durs à détecter, qu'on peut consommer, que les Ukrainiens peuvent produire quand même en petite quantité. Et ils ont réussi à faire peser une menace suffisante sur la flotte russe qui a dû reculer, effectivement. Alors, il reste encore des bateaux, mais une des principales victoires aussi des Ukrainiens, c'est d'avoir paralysé, entre guillemets, le port de Sébastopol, qui était le port où la flotte russe pouvait entretenir ces bateaux. Là, ce port est vulnérable maintenant.
Et donc, à cause des tirs de missiles absolument. et des opérations de sabotage. Donc la flotte russe ne peut plus être entretenue et maintenue à niveau dans la mer Noire, d'autant plus qu'on ne peut pas la ravitailler par le détroit du Amiral Finaz, là, on n'assiste pas à des batailles navales, mais la puissance navale, russe en l'occurrence, c'est aussi le cas en mer Rouge pour les bateaux qui passent, sont mis en danger depuis la terre. Ils sont, vous avez tout à fait raison, mis en danger depuis la Terre parce que dans chacune de ces zones de conflit, il se trouve que la géographie, très limitée en espace, permet à la Terre d'intervenir. Comme le Bab el-Mandeb. Vous ne pouvez pas envoyer des drones sur un bateau qui est au milieu de l'océan. Là, effectivement, que ce soit en mer Rouge, où c'est très restreint géographiquement, mais aussi en mer Noire, la capacité d'intervention des Ukrainiens ou des rebelles Houthis depuis le Yémen, leur permet d'intervenir. Dans la haute mer, ça ne serait pas possible. Mais c'est vrai que ça a permis, sans véritable bataille navale... En fait, il se passe la même chose que ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale avec la fameuse bataille du Jutland, qui est une gigantesque bataille navale entre l'Angleterre et l'Allemagne. Alors, chacun des deux pays ensuite a dit qu'il avait gagné. On peut dire que finalement, c'est difficile de dire qui a été le vainqueur, mais ce qui est certain, c'est que cette bataille du Jutland a fait que la marine allemande, ensuite, pendant tout le reste de la Première Guerre mondiale, n'est plus sortie de ses ports. Et bien là, c'est ce qui se passe en mer Noire. En mer Rouge, c'est différent puisque ce sont des rebelles qui attaquent les bâtiments de commerce. Donc c'est différent. Mais c'est vrai que c'est la preuve que dans ces espaces restreints, la Terre a une capacité d'action sur la mer. Oui. Dans le cas des Houthis, c'est assez intéressant parce que leur soutien aux Palestiniens de Gaza est quand même récent. C'est pas une cause qu'ils portaient sur leur étendard. Ils ont une capacité de nuisance en mer Rouge. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'ils ne peuvent pas atteindre Israël ou frapper directement Israël, Renaud Girard? Ah bah oui, parce que c'est quand même assez loin, Israël. C'est 2000 km, oui. Parce que les Houthis, donc le Yémen, c'est tout au sud de la mer Rouge, qui est quand même très en longueur, enfin du bas en haut, du sud au nord, la mer Rouge. Et donc les Houthis, c'est tout au sud. Et quant au golfe d'Aqaba, lui, il est tout au nord et va jusqu'à Israël, le port d'Elat. Ouais. Il pourrait peut-être toucher Elat, mais voilà, Elat, tout au sud d'Israël. Mais comme on le sait, Israël a beaucoup d'armes antiaériennes qui marchent très bien. Israël est peut-être le pays le mieux équipé en armes antiaériennes du monde. Avec de l'équipement qu'ils produisent eux-mêmes ou avec les États-Unis. Mais les Houthis, effectivement, sont depuis quelques années dans ce qu'ils appellent l'axe de résistance, donc à Israël. Ils ne l'ont pas toujours été, vous avez raison de le dire, parce qu'en fait, dans les années 60, les Houthis, c'est des chiites, mais c'est les montagnards, c'est les vrais yéménites, c'est les yéménites de souche, si vous voulez. Et c'est vrai que dans les années 60, alors qu'ils se battaient contre Nasser à l'époque, ils étaient aidés secrètement par Israël qui leur avait fourni des kalachnikovs récupérés dans la guerre de 56. Donc les choses peuvent changer. Mais aujourd'hui, ils sont fermement, effectivement, dans l'axe de résistance. Ils attaquent. Est-ce qu'ils ont eu un ordre des Iraniens d'attaquer les bateaux de commerce? Je n'en suis personnellement pas sûr, je n'en ai pas la preuve. C'est vrai qu'ils sont armés, qu'ils sont idéologiquement proches des Iraniens, mais ce sont des mouvements qui bénéficient quand même d'une certaine autonomie. Mais leur capacité de nuisance, de disruption est quand même très grande. Et oui. Est-ce que c'est de la bataille navale? Est-ce que c'est est-ce que c'est de la piraterie? Comment vous qualifieriez ça? Parce qu'en fait, les cibles sont rarement liées à la guerre de Gaza. La justification des interventions par les Houthis, c'est la guerre de Gaza, mais... C'est taper les Occidentaux qui soutiennent militairement Israël par la livraison de matériel, comme les Américains, ou même par le soutien diplomatique comme les Anglais. Et par exemple, les bateaux français ont été à un moment épargnés parce que les Français n'étaient pas entrés dans la coalition avec les Anglo-Saxons. Mais on a quand même dû tirer un missile pour détruire un drone. C'est pour faire quelque chose, c'est pour s'associer. Ils en font plus, par exemple, que le Hezbollah. Le Hezbollah, on peut dire qu'il fait vraiment le service minimum pour aider les Palestiniens du Hamas. Les Houthis, qui sont aussi plus loin, donc moins menacés directement par Israël, en font plus.
Maxence Béchou, sur ce type d'exemple, on voit l'interconnexion. Un point névralgique comme le détroit du Bab el-Mandeb, qui devient une zone de danger pour les navires de commerce, et hop, on est obligé de faire tout le tour de l'Afrique. L'économie en subit le contre-coup. C'est ça, c'est ce qui se passe en mer. C'est un bon exemple de l'interconnexion entre les... C'est effectivement ça. C'est en fait la mer, c'est une sorte d'espace interstitiel ou de capillarité qui relie les sociétés via essentiellement le transport maritime. Donc on dit 80-90% du commerce international passe par les mers. Oui, et on ajoute depuis l'existence de l'Internet, c'est 98% les fameux câbles des flux informationnels. Exactement. À cause des câbles qui sont sous-marins. Voilà, dont on se demande si Poutine a ou n'a pas les moyens de les couper. Enfin, oui. C'est un sujet pour la Marine nationale, mais donc potentiellement, dans un certain scénario, un certain nombre d'accès à Internet, voire aux services financiers américains pourraient être coupés. Donc ça, c'est des considérations. Enfin voilà, donc en fait, la mer est une infrastructure, fondamentalement. Oui. C'est l'infrastructure de base de la mondialisation. Donc voilà. Et donc, effectivement, sur les outils, c'est vraiment plus la piraterie, parce que déjà, il y a une intention politique, il y a des moyens militaires qui sont quasi étatiques, ces missiles, ces drones et ces mines navales, et il y a ce positionnement-là vraiment stratégique qui sont au bon endroit pour bloquer une artère fondamentale du commerce international, et ils ne s'en privent pas. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'ils ont vraiment changé de statut géopolitique, c'est-à-dire qu'on pouvait parler dans certains cercles de la situation au Yémen, mais ça ne faisait pas la une de tous les journaux. Et là, vraiment, avec ce levier géopolitique, j'aimerais dire, ils appliquent une sorte de droit de péage politique, voire financier, sur le commerce, et donc ils ont un impact sur le prix de l'inflation, le prix des biens, via le reroutage, d'abord des porte-conteneurs, et aujourd'hui des vraquiers, des tankers, qui font vraiment littéralement le tour de l'Afrique, puisque le passage est bloqué, avec aussi le jeu des assurances là-dedans, qui ont un impact direct sur le coût du transport. Et ce statut géopolitique, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de duel de volonté entre les États-Unis qui bombardent les moyens, l'arsenal des Houthis, et les Houthis qui ont des capacités de résistance avérées, puisqu'ils ont un stock, ils sont un peu dans leur grotte, dans les montagnes, et puis ils ont résisté depuis 2015 au bombardement des Saoudiens, donc ils ont une capacité de résistance. Et donc là, c'est effectivement ce qui est intéressant de voir, c'est que la stratégie française et potentiellement européenne est un peu différente, puisqu'on cherche plus à protéger les navires, donc une approche strictement défensive, qui est basée sur une résolution du Conseil de sécurité de début janvier, où on essaie de fluidifier le passage, tandis que les Américains étaient vraiment sur une logique, on va dire, disciplinaire, il faut taper les Houthis pour montrer que la liberté de navigation est effectivement un principe garanti. Mais en fait, en réalité, depuis que les Américains tapent, donc quasiment un mois, depuis le 11 janvier, ça n'a pas du tout rétabli le trafic, puisque les agents privés, les armateurs, sont vraiment dans une approche on a déjà estimé le coût de ces reroutages du commerce. On voit comment ça s'adapte. Alors, il y a pas mal d'économistes et d'acteurs qui essaient de voir ce qui se passe. Donc, en temps réel, on a les flux de Suez. Le Fonds monétaire international a un site Portwatch que chacun peut aller voir pour voir au jour le jour les flux. Quand on voit aussi sur les données satellitaires, on voit vraiment que les porte-containers, au sortir de Malacca, ils vont directement vers l'Afrique du Sud, donc il y a vraiment du reroutage. Après, on comptabilise le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'essence, et donc ça augmente les coûts nécessairement. Après, le principal signal qu'on a, c'est que par rapport à la sortie du Covid 2021, où il y avait une explosion des prix, parce qu'il y avait une explosion de la demande de biens manufacturés, aujourd'hui, l'économie étant moins portée, il y aurait des sortes de capacités disponibles qui feraient qu'on n'est pas dans une augmentation trop importante des prix du fret, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête dans cette période d'inflation et contrainte sur les approvisionnements. Un mot sur un des points de tension majeurs sur le globe aujourd'hui, à savoir Taïwan. Là, ce serait nécessairement une bataille navale qui se mettrait en place entre les Américains et les Chinois si la Chine poussait ses pions. Quelle que soit la stratégie de la Chine par rapport à Taïwan, il y aura forcément une dimension navale, que ce soit une forme de blocus pour asphyxier Taïwan, ou la solution extrême, le pire, c'est un débarquement amphibie pour une invasion de l'île. Il y a une dimension capacitaire maritime qu'il faudra avoir, donc en regard des capacités américaines pour défendre la circulation. Alors, il faut dire que la Chine a doublé
a dépassé les États-Unis l'an dernier, ou en 2022, en nombre de navires de guerre. Alors, peut-être pas en puissance de feu. En tonnage, les Américains sont toujours les premiers, et de loin, mais en nombre de bâtiments, les Chinois ont maintenant la marine la plus importante, d'autant plus que les Américains avaient un peu entamé une sorte de réduction de leur nombre de bateaux. Et on voit bien qu'en mer de Chine, tout se jouera sur la surface et en dessous de la surface. Parce que toutes les capacités qui sont développées par la Chine ne tiennent qu'à ça. Ce sont les missiles de longue portée pour toucher les bâtiments américains, les porte-avions, les missiles hypervéloces. C'est les sous-marins qui seront une dimension essentielle d'une potentielle bataille navale, avec un enjeu réel pour les Chinois, c'est que, au-delà de Taïwan du symbole politique, accéder au Pacifique, pour la Chine, c'est permettre à ces sous-marins de se diluer. C'est que la mer de Chine est peu profonde, donc on pourrait éventuellement repérer les sous-marins chinois. S'ils ouvrent le passage, tout d'un coup, leur dissuasion sous-marine devient beaucoup plus efficace, et c'est aussi pour ça qu'il y a un enjeu important pour les Américains. Alors, bon, il y a d'autres points de tension potentielle, en particulier l'Arctique, mais Amiral Finaz, est-ce qu'il y a des permanences, des intangibles dans la bataille navale depuis l'histoire des premières batailles navales à aujourd'hui, sachant que évidemment la technologie est en train d'abord celle des sous-marins, puis les drones, etc. On va en parler. Mais est-ce qu'il y a des constantes? Alors, c'est un domaine où à la fois la technologie est très importante, et d'ailleurs c'est un domaine qui a toujours été dans toute l'histoire de l'humanité à la pointe des évolutions technologiques, et en même temps c'est effectivement un domaine où il y a des grandes constances. Ouais. La première, on ne l'a pas encore abordée, parce que finalement on n'a abordé qu'une partie, la moitié de ce qu'est la guerre navale, à cause de ces conflits actuels qui, étant dans des zones géographiques où les bateaux et la mer restent proches de la terre, effectivement c'est ce qu'on a décrit, et ça c'est un premier domaine intemporel pour la guerre navale, c'est que, Maxence l'avait commencé à l'ébaucher, c'est que la mer, c'est un milieu continu, très vaste, où vous pouvez confronter des forces extrêmement fortes, avec peu de dommages collatéraux, et des effets de bascule géopolitique extrêmement fortes. En fait, c'est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, où il n'y a pas d'espace, et où dès que vous avez une intervention militaire, il y a énormément de dommages collatéraux. Sur les civils. La mer, c'est l'inverse. Vous pouvez envoyer des militaires, des bateaux, se battre, ce qui va avoir comme effet effectivement des bascules géopolitiques importantes, mais pas de dommages collatéraux parce que les civils, au milieu de la mer, il n'y en a pas. Et donc ça, c'est évidemment une immense tentation pour ceux qui ont des visées géopolitiques, soit parce qu'ils veulent justement provoquer cette bascule géopolitique que j'évoquais, soit parce qu'ils ont des conflits à régler. C'est une immense tentation parce que c'est un véritable espace de manœuvre. On voit combien, parce que Gaza est à nouveau un exemple extrêmement fort, combien Gaza n'est pas un espace de manœuvre. En tout cas, ça a des conséquences extrêmement fortes. C'est pas le cas de la mer. Et donc ça, c'est probablement, dans le domaine de la géopolitique, la première constance de la guerre surhumaine, c'est un lieu de bataille où vous pouvez aller essayer de jouer vos coups politiques avec ces deux conséquences que sont des effets géopolitiques importants et pas de dommages collatéraux. Et donc ça, c'est évidemment très tentant pour, en particulier, tous les dictateurs de l'histoire. Alors ensuite, pour revenir sur le combat naval plus simplement, oui, il y a des tas de choses qui ne changent pas. C'est la capacité à agir le premier, la capacité à se protéger, la capacité à comprendre ce que fait l'adversaire, la capacité à le frapper, la capacité à lire son information et la déchiffrer, la capacité à brouiller, au contraire, ce que lui va recevoir. Tout ça, ce sont des choses qui Et aussi à échapper à l'ennemi. Et à échapper à l'ennemi. Donc ça, c'est des choses, ce sont des invariants, dont les outils que la technologie nous offre fait qu'ils s'incarnent différemment. Mais ces constantes tactiques en mer, elles ne changent pas. Oui. Maxence Brichoux, vous écrivez que les flottes de combat offrent le plus grand avantage stratégique en termes par rapport aux autres armées. Oui, je vais continuer sur ce que vient de dire l'amiral. Pourquoi ces bascules géopolitiques dans les grandes batailles, alors de Trafalgar à la guerre du Pacifique, mais c'est qu'encore une fois, à quoi servent les mers? On n'y habite pas, on n'y fait rien. Enfin voilà, nous sommes des animaux terrestres. Et donc, en fait, on y fait beaucoup de choses. Voilà. On va aussi en parler. Exactement. Mais de contrôler les mers, gagner la bataille navale, c'est vraiment avoir ce monopole sur le contrôle des mers et donc sur l'usage des mers. Et donc c'est pour ça que les batailles de l'Atlantique, première et deuxième guerre mondiale, étaient aussi essentielles, puisque
en gagnant la bataille contre les sous-marins allemands, les Alliés ont la capacité à apporter des ressources, du matériel, des hommes vers le théâtre atlantique, soutenir les Russes. Et tout le monde sait, enfin voilà, le fait évident, c'est si les U-boats avaient gagné, l'Angleterre ne pouvait rien faire, ne pouvait pas ravitailler les Russes, et l'Allemagne aurait gagné. Donc c'est vraiment le contrôle des mers, c'est en avoir l'usage pour soi, dénuer l'usage pour les autres. Et voilà, tout le grand récit de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même les États-Unis, puissance industrielle, qui produisent pour l'ensemble des forces qui se battent, et il faut bien les acheminer, et donc d'où la centralité de la maîtrise. Aujourd'hui, dans un monde particulièrement instable et où les tensions se multiplient, on voit presque toutes les marines réarment. Oui. Alors, effectivement, il y a un côté naturel. Mettons-nous un peu du côté des Chinois. Donc les Chinois, on leur a proposé de venir à l'OMC, on leur a dit quittez le modèle communiste, veuillez vous internationaliser, veuillez vous intégrer à l'économie mondiale, ce qu'ils ont fait, ça leur a réussi, et donc ils se sont aussi maritimisés. Et donc les Chinois, tout autant que nous, sont dépendants des mers pour exporter, mais aussi pour s'approvisionner, en particulier en pétrole du Golfe Persique, et aussi en produits alimentaires, typiquement d'Amérique latine, ou ce genre de choses. Donc les Chinois, tout comme nous, sont dépendants des mers, ce qui est quand même une nouveauté radicale pour le pays, ou encore sous Mao, c'était vraiment une logique autarcique et tout à fait terrienne. Et donc, l'une des raisons de cet armement naval, il y en a plusieurs, dont la volonté de maîtrise des abords Asie-Pacifique, c'est quand même aussi de contrôler ses propres approvisionnements, ses propres lignes de communication, y compris de soutenir ses ressortissants, puisqu'il y a des Chinois en Afrique qui construisent des infrastructures et tout ça. Donc, c'est se construire plus vous vous internationalisez du point de vue économique, plus vous êtes dépendant des mers, et donc construire une marine, c'est quand même un moyen de contrôler et de maîtriser vos propres dépendances. Et tous ces phénomènes se traduisent aussi par une importance accrue de l'Asie. Oui. Et de la zone de l'océan Pacifique par rapport à l'Atlantique. Ah oui, ça c'est clair. Il y a vraiment, déjà, encore une fois, on suit l'économie. La mer suit l'économie. Donc l'économie s'est déplacée dans le Pacifique, que ce soit aux États-Unis, la côte ouest, ou soit, quelques chiffres, mais vraiment Corée du Sud, Japon, Chine, c'est quasiment 90% de la construction navale civile. Donc l'essentiel des navires qui transportent nos biens sont construits dans le Pacifique. C'est aussi l'essentiel des équipages. Alors, les équipages, c'est plutôt les Philippines, mais c'est quand même l'Asie. Le monde du transport maritime est particulièrement éclaté, donc les équipages, Philippines, Indonésie, Ceylan, via il y a une sorte de diversification complète des équipages, mais avec des sortes de nations qui ont des spécialités, le Bangladesh pour le démantèlement des flottes civiles, encore une fois. Mais du coup, d'où en fait, tout ça, c'est les raisons fondamentales pour lesquelles tout le monde parle de l'Indo-Pacifique comme étant le nouveau concept, ou plus ou moins à la mode, mais d'une part l'économie est là aussi où la zone de croissance c'est l'Asie-Pacifique, et c'est là où pour des raisons stratégiques, les flux de transport maritime sont les plus à risque. Et même du point de vue de la stratégie chinoise, il y a des gens pour dire que tous les projets de routes de la soie, de construire des infrastructures ferroviaires, y compris sur terre, ne visent qu'à réduire cette dépendance au transport maritime, puisque dans la grande stratégie navale américaine, un moyen de répondre à une action chinoise vers Taïwan serait de bloquer typiquement ce qu'il y a sur la carte, le détroit de Malacca, pour empêcher l'approvisionnement de pétrole et d'énergie du Golfe Persique vers la Chine. Donc blocus contre blocus. Ce qui est sûr, c'est que à la fin, il peut y avoir des grands combats de flotte navale, ou juste pour terminer et conclure ce qu'a dit l'amiral, ce qui est dans la guerre navale, elle est aussi stratégique parce que ça coûte extrêmement cher à construire, et une fois que vous perdez vos bâtiments, ça coûte encore plus cher et plus longtemps à reconstruire. Donc une bataille peut être décisive parce que vous pouvez perdre l'accès à la mer en étant privé de vos principaux moyens d'action, et alors là c'est votre adversaire qui engrange les bénéfices stratégiques de l'usage des mers. Ouais. Et Philippe, pour répondre à votre question sur le réarmement naval et compléter ce que vient de dire Maxence, je suis venu avec les chiffres précis. Donc depuis 15 ans, l'augmentation du tonnage l'adjectif naval, ça veut dire maritime militaire. Donc des flottes militaires. Et je vous laisse trouver l'erreur à la fin de mon énumération. Égypte, plus 170%. Chine, plus 140%. Algérie, plus 120%. Corée du Sud, plus 100%. Inde, plus 40%. Italie, plus 36%. Turquie, plus 32%.
Grande-Bretagne, plus 22%, France, plus 3%. Sans commentaire. Ce sont des chiffres en tonnage Oui, c'est l'augmentation des tonnages des flottes de guerre. Des flottes de guerre. Donc, Égypte, Donc, on plus est à la ramasse. 170%, Chine, plus 140%, France, plus 3%. Oui, la Chine a mis à la mer l'an dernier autant de bateaux que toute la marine française. Alors, c'est tous les 3 ou 4 ans, la Chine s'offre une marine française de plus. Oui. Est-ce que justement la révolution technologique, vous avez un de vos interlocuteurs, Nicolas Barotte, qui parle de 5e âge de la... C'est le commandant Laverne, donc qui est commandant second du Charles de Gaulle. Alors c'est la robotique, alors c'est quoi aujourd'hui la révolution technologique qui bouleverse le combat naval? C'est ce qu'il appelle l'âge de la robotique. C'est la dronisation, c'est la connectivité qui va permettre effectivement aux marines modernes de savoir plus vite, d'avoir une meilleure connaissance du domaine maritime, qui est un vrai enjeu, parce qu'a priori, un bateau en mer, on ne peut pas le trouver. Oui, mais avec des satellites, avec des radars de longue portée, avec des moyens aériens déportés type AWACS, on peut localiser un bateau et donc potentiellement le frapper en premier. Donc cet aspect de connectivité est essentiel. Et les Chinois ont d'ailleurs lancé un satellite géostationnaire en décembre dernier pour pouvoir surveiller quasiment constamment le Pacifique. Et savoir potentiellement où se trouvent les bâtiments américains. Mais ils sont plus à la pointe que les Américains là-dessus? Non, les Américains sont donc les Américains savent tout ce qui se passe sur les mers en temps réel? C'est l'égalisation. C'est plus compliqué que ça. D'abord, effectivement, ce que dit, et je conseille à tous la lecture de cet excellent bouquin qui s'appelle « Vaincre en mer au XXIe siècle », qui a été écrit par le commandant Laverne, qui est l'actuel commandant second du Charles de Gaulle, et le commandant Cormand. Et ils ont écrit cette somme absolument remarquable et facile à lire et passionnante sur le combat naval. Et effectivement, ils disent c'est l'âge de la robotique, mais en gros, et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, ça intègre tout ce qui a toujours été fait avant, ça ne le chasse pas, et donc ces constances, ces permanences dont on parlait, et ça lui applique la robotique qui permet de démultiplier les capacités. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, où il ne faut pas se tromper, croire aujourd'hui que le souvenir de la supériorité technologique de l'Occident va nous protéger, c'est non seulement totalement faux, mais c'est même criminel, parce qu'aujourd'hui, notre supériorité technologique, elle est de moins en moins avérée. Et inversement, et les chiffres que je vous ai donnés le prouvent, notre infériorité numérique est de plus en plus criante. Donc entre une supériorité technologique qui disparaît et qui, dans certains domaines, n'existe plus, et une infériorité numérique qui est absolument flagrante, considérer que les invariants de la guerre navale qui fait que depuis quasiment un siècle, l'Occident domine le monde, c'est même pas risqué, c'est idiot de croire ça. Est-ce que pour vous, qui avez la pratique, la dronisation des mers, c'est un changement radical? Le Portugal est en train de construire un porte-drone sans avoir encore choisi quel drone il transportera. Est-ce que ça change tout parce que c'est petit, c'est difficile à arrêter, ça coûte moins cher? Je ne pense pas que ça change tout parce que, comme on se l'est déjà dit plusieurs fois depuis le début de cette émission, il y a des immenses constantes dans la guerre navale. En revanche, c'est évidemment un phénomène extrêmement impactant, nouveau, et qui va avoir des conséquences très fortes, mais dans le cadre de ce qu'a été la guerre navale, de ce que j'ai dit, la nécessité de comprendre ce qui se passe. Pas plus que le sous-marin n'a été une révolution. Mais de la même manière. Voilà. Donc c'est un impact énorme, mais finalement dans une guerre qui a connu ce genre d'impact très longtemps et qui agrège à ces grandes permanences des faits nouveaux qui, effectivement, et de toute façon, le conflit actuel, que ce soit en mer Rouge ou en mer Noire, prouve à quel point les drones ont un impact. Oui. Renaud Girard, vous avez passé une dizaine de jours dans les Caraïbes. Là, c'était de la traque maritime à l'ancienne ou bien il y avait de la technologie qui aussi change beaucoup la donne? Alors, il y a de la technologie parce qu'il y a de la surveillance de cette mer des Caraïbes où se fait tout un trafic de cocaïne à partir des côtes de la Colombie et du Venezuela. Trafic de cocaïne qui va vers l'arc antillais, mais aussi vers l'Afrique et vers l'Europe. Et donc là, c'est une guerre un peu différente. C'est les trois grands pays riverains de ces Caraïbes, c'est-à-dire les Américains, les Français avec la Martinique et la Guadeloupe, et puis les Hollandais avec toutes les îles hollandaises, Curaçao, etc., collaborent, et aussi avec la Colombie d'ailleurs, collaborent pour essayer de mettre un frein à ce trafic de drogue et qui augmente exponentiellement. Et donc, en fait, la marine
ce n'est pas utile. La marine de guerre française n'est pas seulement utilisée en perspective d'une grande guerre navale, mais qui, pour le moment, n'a pas lieu. La dernière. Oui, là, c'est de la police des mers, presque. Ça s'appelle l'action de l'État en mer, c'est ce que Renaud est en train de décrire. Et justement, est-ce qu'on n'a pas un peu trop abusé de ces... En l'absence de guerre, on n'est pas en guerre, la France, donc on utilise notre puissance navale beaucoup plus à ce type de mission, et j'entends certains stratèges qui disent mais peut-être qu'on s'est trop concentré sur ce type de mission-là et qu'on a perdu l'habitude de mener une véritable guerre navale. Peut-être qu'on a, mais alors est-ce qu'on va vraiment aller faire la guerre pour le moment si vous voulez, si on considère par exemple que la Russie est une menace pour nous, la Russie n'est pas une grande puissance navale, c'est quand même la terre. Bon. Mais en revanche, nous avons un espace maritime à protéger, pratiquement le plus grand du monde, c'est le deuxième, 10 millions de kilomètres carrés, avec des richesses halieutiques, avec des richesses aussi évidemment potentielles en pétrole, etc. La pêche, et donc et aussi tout l'effort français pour l'environnement, parce que la France veut protéger la biodiversité marine, notamment en Calédonie, Tahiti, tout ça, etc. Et donc là, nous avons un véritable mission, et il n'est pas sûr que le nombre de bâtiments que nous avons va suffire. Sauf qu'il y a un effort qui est fait, puisqu'on va mettre en service, je crois, 9 nouveaux patrouilleurs, justement, pour garder cette richesse française. Mais par ailleurs, nous avons aussi des bâtiments qui sont plus de guerre classique, comme les sous-marins nucléaires d'attaque, ou comme le porte-avions et ces avions, ces chasseurs bombardiers. On vient d'aborder des questions très importantes. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, je ne pense pas qu'on ait trop consacré à l'action de l'État en mer, parce que c'est absolument fondamental, Renaud vient de le décrire. En plus, je suis convaincu que le modèle français d'action de l'État en mer est exceptionnel, c'est de loin le plus intelligent, pas un pays au monde à une organisation aussi intelligente sur le sujet. Ça, c'est le premier point. En revanche, très certainement, depuis les années 90 et la chute du mur de Berlin, on a cru ou on a fait semblant de croire aux dividendes de la paix, et on s'est satisfait d'imaginer que la haute intensité en mer avait disparu définitivement. Et ça, c'est une erreur fondamentale, et les leçons de l'histoire aujourd'hui sont en train de nous le rappeler. Et donc, il est absolument fondamental de se repréparer à ces conflits de haute intensité, sans lâcher cette action d'État en mer qui est nécessaire pour que le monde, les mers, soient effectivement contrôlés et qu'on les protège. On n'a pas encore parlé, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la protection de l'environnement maritime, c'est fondamental, et c'est ça le rôle de l'action d'État en mer. On en a besoin, et alors c'est vrai, alors je rebondis, c'est vrai qu'on a 9 patrouilleurs de plus, mais très honnêtement, là aussi, on est en dessous de on a la France, nous, le premier territoire maritime du monde, on ne le protégera pas avec 15 frégates et 9 patrouilleurs. Ça, c'est pas vrai. D'accord. Donc il faut une montée en puissance. Il faut être cohérent avec la vision du monde que l'on a et les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, à commencer par les enjeux environnementaux, et sans jamais oublier les problématiques de haute intensité, parce qu'on a évoqué le dialogue mélien ici sur ce plateau il y a quelque temps, parce que la réalité du monde est là aussi dans cette possibilité de guerre de très forte intensité. Nicolas Barotte, à l'état-major, c'est quelque chose qui commence à être intégré dans les plans de la marine. C'est intégré, mais tous les plans... On a les moyens aussi de monter en puissance et d'être à la hauteur du défi. Tous les programmes maritimes navals sont très longs. Il faut des années, une décennie pour construire un bateau. Donc, dans l'urgence du moment, on n'a pas les moyens de faire remonter en puissance la marine française pour être au niveau des besoins réels, que ce soit dans l'outre-mer ou ailleurs. Est-ce que c'est un domaine où les Européens devraient s'unir un peu plus qu'ils ne le font ? Mais les Européens n'ont pas des marines beaucoup plus mieux étoffées. Et chacun a ses priorités. Pour l'Italie, par exemple, qui a une marine, l'enjeu, c'est la Méditerranée. Oui. Point barre. Donc tout ce qui va relever des Caraïbes, de l'Indo-Pacifique, ce n'est pas le sujet. Ouais. Les Britanniques, pour le coup, ont une marine, mais qui a aussi beaucoup souffert des réductions budgétaires dans les dernières décennies. Ils ont des problèmes de recrutement aussi. Donc leur demander de mutualiser, ce sera compliqué. Il y a des essais, par exemple, d'avoir une présence maritime permanente, entre guillemets, avec les Britanniques en océan Indien. Mais on sent bien que tout ça est quand même sous tension. Parce qu'en plus, les relations en mer ont changé. On l'a brièvement évoqué, mais la pêche illégale, c'est un vrai sujet. Et fut un temps, on pouvait envoyer
un bâtiment, même pas armé, faire la police, et ça suffisait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que les Chinois ont de telles capacités qu'on ne repère pas les bateaux et on n'a pas les moyens. Et le jour où les rapports vont se tendre en mer, on ne pourra pas aller seulement avec un pavillon français ou européen pour établir l'ordre quelque part. Il faudrait être armé. Mais ça demande beaucoup de temps, en fait. Maxence Brichoux, vous écrivez dans votre Géopolitique des mers que les mers sont plus que jamais l'espace où se joue l'hégémonie mondiale. Ah, oui, j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que c'est la conclusion de ce que je viens de dire. Oui, mais vous expliquez que c'est un espace naturellement rétif au droit, oui. à la souveraineté évidemment, et à la puissance des États, et que donc en fait c'est un espace où il se passe beaucoup de choses qui ne devraient pas se passer. Je pense que là aussi un point de départ, c'est de dire les mers ont certains effets politiques, et le premier effet politique, c'est qu'il n'y a pas d'État en mer. Trivialement, les États sont des organisations terrestres parce qu'on peut faire des frontières et on peut dire ceci est à moi. Donc voilà, Carl Schmitt a écrit là-dessus dans le Nomos de la Terre des choses. Voilà. Et donc même le droit international, la Convention de Montego Bay dit la haute mer n'appartient à aucun État, ce qui pose la question pour la pêche, pour l'environnement, de qui régule et qui fait la police de ce qui se passe. Donc déjà, il y a le phénomène bien connu des pavillons de complaisance qui font que l'État apte à contrôler les navires, c'est d'abord l'État d'immatriculation. Donc déjà, ça se fait déjà un premier gros sujet pour l'effectivité du droit en mer. Après, il y a toutes les pratiques illégales de trafic, dont on a parlé en particulier dans les Caraïbes. Et donc en fait, les mers, c'est un peu un espace un peu polarisé. Soit c'est un espace anarchique, il n'y a pas de contrôle, voilà, il n'y a pas de contrôle. D'ailleurs, c'est aussi dans l'imaginaire. Vous plaidez pour un gouvernement des mers. Ah ben oui, là c'est absolument, voilà, quand on fait la somme. Mais j'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin. Eh bien, alors non, clairement, vu tout ce qu'on s'est dit, on va pas dans le chemin. Néanmoins, il y a un peu des zones d'espoir. Il faut savoir, sans survaloriser cet événement, mais qu'en 2023, l'ONU a créé un nouveau traité pour gérer la biodiversité précisément en haute mer, là où il n'y a pas de juridiction nationale. Donc, grosso modo, on va... Donc, la biodiversité, c'est essentiellement la pêche, en l'occurrence non, la non-pêche. C'est la bonne question, j'ai envie de dire, de Béotien, mais l'articulation entre le droit de l'environnement et le droit de la pêche est tout sauf clair. Donc, c'est un peu comme les COP, les diplomates discutent à l'ONU, mais quant à savoir si ça aura une effectivité sur le terrain et sur les pratiques de surpêche, c'est pas du tout clair. Donc, il y a vraiment deux régimes juridiques qui sont pas extrêmement articulés. Mais enfin, voilà, et Emmanuel Macron, la France est très actif aussi pour les enjeux de plastique, voilà, et les mers se réchauffent. Le 6e continent, voilà, exactement. Qui dérive. Mais de facto, l'autre mouvement très important du point de vue juridique et politique, c'est aussi donc a priori, les mers, lieu de la liberté de navigation, espace partagé, sont quand même dans une logique d'appropriation par les États. Donc on est quand même dans une logique de territorialisation et d'expansion des frontières et des États sur les mers. Et donc ça, c'est aussi des facteurs de c'est exacerbé par les richesses sous-marines. Alors voilà, exactement. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on a vu. On en a eu parlé, on n'en parle plus, mais c'est tout à fait d'actualité. Donc c'est le gaz en Méditerranée orientale. Lorsque la Turquie a envoyé des navires pour forer et a eu des revendications d'appropriation assez larges sur la Méditerranée orientale. Donc c'est un peu la logique de, comme on peut forer et prendre le gaz, ben les logiques terrestres débordent sur la mer, où on dit ceci est à moi, je vais l'exploiter, et les pattes... Il y a aussi un enjeu avec des métaux, les métaux rares, les terres rares qui sont au fond des mers. Au fond des mers. Voilà. Et donc là aussi, c'est un peu tout est suspendu à la technique. C'est-à-dire, la première question, c'est est-ce que c'est rentable d'aller à 3000, 4000 mètres en plein milieu du Pacifique, aller ramasser. Et le jour où on saura le faire, ça va poser de nouveaux problèmes de rivalité, de compétition, c'est assez clair. D'appropriation. Oui, tout à fait. Enfin, je dis, c'est un peu la mer reste une zone pionnière. C'est-à-dire qu'il y a un côté premier arrivé, premier servi. Un peu comme l'espace. Un peu comme l'espace, exactement. Qui sont deux zones ou territoires un peu similaires. Ouais. Alors là aussi, on peut se raccorder aux branches du multilatéralisme. En tout cas, on aime bien dire ça à Paris. Et donc, la Convention de Montego Bay a créé un régime spécial pour ces espaces communs
marins. C'est en gros le droit de la mer, enfin l'état actuel du droit international de la mer, entré en vigueur en 1994. Voilà, exactement. Qu'il existe une autorité internationale des fonds marins qui délivre pour le moment des permis uniquement de recherche scientifique, de prospection, on va dire, et qui potentiellement pourrait délivrer des permis d'exploitation des minéraux dans la zone commune, donc en haute mer. Et cette organisation, elle est pas dominée par une puissance non. particulière. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, même s'ils sont les garants de la liberté de navigation, les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de Montego Bay, précisément parce qu'ils s'opposaient à cette autorité internationale des fonds marins, parce que c'était l'époque Reagan, et c'est un peu toujours le cas aujourd'hui. Ils sont dans l'idée que si on peut le faire avant les autres, technologie rentable, il doit pouvoir aller chercher les minéraux au fond des mers. Donc il y a toujours une partie du Congrès, du Sénat républicain, qui s'oppose à cette ratification. Donc là, c'est l'un des paradoxes. Les États-Unis se disent garants du droit international, mais n'ont pas ratifié Montego Bay. Donc c'est une sorte de fragilité dans le discours. Mais ils disent que la liberté de navigation a valeur coutumière, et donc ils peuvent en être les garants. Donc, voilà, dans le paysage Alors, national. Est-ce qu'il faut s'attendre à une ruée vers les fonds marins? Déjà, nous attend, Renaud Girard. Déjà, les Chinois se sont accaparés une mer grande comme la mer Méditerranée. Là, sur la carte, on ne le voit pas bien parce qu'il y a des... mais là, oui, c'est la mer de Chine. Ils créent les îlots et brutalisent la marine, des récifs, les pêcheurs des Philippines, des récifs etc. qui étaient, selon le droit international, ce qu'on appelle des terrae nullius, des terres qui n'appartiennent à personne. Et ils ont, en fait... Ils ont poldérisé ces atolls, et ils ont promis aux États-Unis, lorsque Xi Jinping est allé la première fois avec Barack Obama, il a promis, juré, que jamais il ne militariserait ces récifs. Ils en ont 8 ou 9 en mer de Chine méridionale. En fait, on voit que et là, ils sont complètement militarisés avec des missiles et des bombardiers stratégiques. Les Chinois n'ont pas respecté leurs paroles. Et c'est pour dire, tout ça, c'est à nous, et ça va très loin. C'est-à-dire qu'ils vont tout à côté des Philippines, de Brunei, de la Malaisie, du Vietnam. Et lorsque le tribunal arbitral de La Haye, qui est une institution encore plus ancienne que l'ONU du 19e siècle, a arbitré en faveur, par exemple, des Philippines, pour aussi les droits de pêche, etc., la Chine, qui par ailleurs dit qu'elle veut respecter à tout prix le droit international, a dit « je ne respecte pas cet arrêt et j'en fais qu'à ma tête ». Et donc évidemment, il y a cette problématique chinoise. Mais il faut savoir aussi, pour que les auditeurs comprennent bien, qu'il y a la mer territoriale, donc c'est 12 000 des côtes, ça fait 20 km, mais il y a aussi ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, donc avant d'arriver à la mer qui appartient à personne, si vous voulez. Et ça, c'est quand même assez important. C'est pour ça qu'on a, nous, Français, 10 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, parce que c'est 200 000 nautiques des côtes, c'est-à-dire 360 km des côtes. Est-ce qu'on l'exploite comme on devrait le faire, cette richesse-là? En tout cas, on n'a pas le droit, une autre puissance ne peut pas exploiter les choses, des richesses. Par exemple, ne peut pas venir pêcher ou faire des explorations pétrolières dans la zone exclusive de la France ou d'un autre pays. Et l'accès aux fonds marins est aussi stratégique. Si on déclare une guerre, par exemple la Chine attaquant Taïwan, on nous dit, dans les scénarios préalables, on coupe les câbles sous-marins pour isoler Taïwan, de couper l'Internet, couper les ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu. Les câbles qui sont parfois coupés, des gazoducs qu'on fait exploser, c'est déjà la réalité. Donc ça a déjà eu lieu. Il est évident que si le conflit s'étend, en particulier entre la Chine et les États-Unis, ça aura des conséquences sur plein de choses. Les terres rares qui sont nécessaires pour n'importe lequel de nos ordinateurs ou de nos téléphones portables, aujourd'hui, la production des terres rares est contrôlée à plus de 90% par la Chine. Aujourd'hui, et là, il y a peut-être un trésor. Mais il y a peut-être un trésor sous les mers. Bien sûr qu'il y a un trésor sous les mers, mais la Chine, la Russie, les États-Unis, le Canada ont déjà des concessions bien au-delà de la mer de Chine, dans les grands fonds marins, donc sur l'ensemble de la surface de la planète, là où c'est intéressant. Alors, pas encore pour faire de l'exploitation, mais pour investiguer ces gisements, en particulier de terres rares. De l'investigation à l'exploitation, il n'y a qu'un pas. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il ne l'ait pas déjà franchi. Et ça, c'est cette épouvantable tension entre le besoin
l'humanité aujourd'hui a besoin de ces terres rares, et la nécessité absolue de protéger les mers et les fonds marins, parce que derrière, ce sont des catastrophes écologiques à venir, et donc c'est un vrai sujet extrêmement grave. Dans ces mers, et c'est ce qu'on dit depuis le début de notre émission, où aujourd'hui, le droit, en particulier celui que la Convention de Montego Bay avait mis en place, disparaît de plus en plus au profit de la violence qui s'installe, parce que la mer est un lieu de violence, et c'est aujourd'hui la force qui a force de loi, et non plus le droit. C'est l'une des problématiques auxquelles aujourd'hui l'humanité est confrontée. Ouais. Pour conclure sur cette histoire des minéraux, juste notons que la Norvège a autorisé l'exploitation vraiment sur sa zone économique exclusive. Donc voilà, les Norvégiens, c'est pas les grands affreux d'ici ou là, mais bon, ils ont des capacités techniques, robotiques, parce qu'ils étaient dans le oil and gas. Ils ont autorisé l'exploitation sur leur zone des minéraux au fond des mers, parce que voilà, ils ont des capacités techniques, robotiques, alors que le président de la République souhaite publiquement un moratoire sur l'ensemble de l'exploitation des fonds des mers. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une vraie tension entre la protection de l'environnement et l'exploitation de ces ressources. Il nous reste 2 minutes seulement, et je voudrais faire un petit tour de table sur cette question. Est-ce que la défense, finalement, nationale ne commence pas sur les mers plus que sur le territoire? Est-ce que la défense du territoire ne commence pas au-delà du territoire et sur les mers, Nicolas Barotte? La défense des intérêts commence en mer, parce qu'en mer, on peut accéder à beaucoup d'endroits, on peut se déplacer, regarder ce qui se passe dans différents théâtres, on peut agir éventuellement avec un porte-avions, des moyens aériens, et aussi il faut protéger ses propres avoirs. On a parlé de l'Ukraine au début, le corridor des grains, c'est essentiel pour l'économie ukrainienne. Donc, par sa dimension économique, la mer a un espace essentiel à protéger pour toute la nation. Renaud Girard? Oui, ben, la mer a toujours été importante. Alors, c'est vrai que la flotte française, c'est la flotte française qui a permis l'indépendance des États-Unis, avec la victoire française, peut-être la seule victoire importante, pardon, amiral de la marine française, je parle de victoire importante, la victoire de Chesapeake Bay. C'est la victoire que la marine française fête et a choisi comme événement majeur de son histoire. Voilà, parce qu'elle a empêché la flotte britannique d'aller écraser les insurgés américains, Washington, et donc elle a permis l'indépendance des États-Unis. Voilà, mais ensuite, la flotte française n'a pas eu beau été. On ne va pas refaire toute la bataille de Chesapeake Bay. Mais aujourd'hui, parce qu'il nous reste 40 secondes. Oui, non, aujourd'hui, je pense que notre priorité, aujourd'hui, alors demain, parce que les menaces sur la France ne sont pas énormes quand même, mais c'est vraiment l'action de l'État en guerre et la surveillance de notre richesse incroyable, les 10 millions de kilomètres carrés. Maxence Brichoux, un mot, est-ce qu'on est à la hauteur du défi? Très simplement, non, il y a vraiment une priorité stratégique qui est la défense de nos approvisionnements par les voies maritimes, qui passent par tout un tas de détroits infestés de dangers. Et ce qui se passe à Bab el-Mandeb pourrait se reproduire dans le golfe Persique demain s'il y a du grabuge avec l'Iran. Voire à Gibraltar. C'est notre approvisionnement pétrolier direct qui est en cause. Donc une fragilité essentielle de notre défense, c'est effectivement pas la grande attaque territoriale continentale. Mais Amiral, je pense que c'est le mot de la fin. Ça. Nous vivons sur la Terre et c'est une bonne chose, mais notre survie politique, stratégique, géopolitique, économique, financière, matérielle, culturelle et spirituelle est en mer. Waouh! Là, on a compris la hauteur des enjeux. Merci beaucoup à tous les 4. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous nous retrouvez tous les mardis soirs à 22h30 sur le Figaro TV et en replay sur les applications du Figaro à tout moment. La semaine prochaine, vous retrouverez dans ce fauteuil Patrick Saint-Paul. Je vous retrouve d'ici la fin du mois. Bonne semaine à tous.